Bonjour pour cette 14e table de la quotidienne Abyss, juste au retour de l'été. Nous avons autour de nous une table, un groupe de convives que vous connaissez. Je vais commencer par notre ami Richard Venopoulos, président de Tourcom, avec en face de lui Richard Soubiel, président du SNAP. C'est toujours une difficulté, c'est une haie que j'ai du mal à passer, mais là, vous voyez, du SNAP est levé. Les entreprises du voyage, pardon. Mais je ne la passe pas toujours finalement, cette première barrière. À côté de Richard, nous avons Didier Munin, le président de Bois-Loris Voyage, et en face de lui, Fabrice Dariot, le président aussi de Bourse des Vols, Bourse des Voyages. Le premier sujet, on va aller très très vite et on va faire un effort cette fois-ci pour ne pas dépasser les 10 minutes, va concerner le bilan de la saison. Attention, pas le bilan officiel, parce que ce sera présenté autour de Top Reza, il y aura toutes les conférences de presse habituelles. Là, c'est plutôt le ressenti de nos invités et la façon dont ils imaginent que ça peut évoluer. Alors, pour commencer, on va, je dirais, donner la parole aux institutions de la profession. Donc Richard, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi je dis simplement ce que je constatais dans le baromètre, qui est mensuel, et les résultats de juillet, pas spectaculaires, globalement qui est à la baisse. Il faut voir le cumul, d'une année atypique comme ça, avec les événements qui se sont passés. Le cumul, tu veux dire depuis janvier, mais on savait très bien déjà que le printemps a été particulièrement difficile, et puis ensuite les événements qui se sont passés, qui étaient programmés. L'Euro de foot n'a jamais été pour une saison touristique un effet de booster. Les Jeux Olympiques, tout dit là-dessus, c'est greffé des événements sécuritaires, politiques, ainsi de suite, et puis aussi ce qui s'est passé en France. Donc à l'export, on a noté un tassement sur les moyens courriers, légèrement en deçà, moins 4%. Mais encore une fois, c'est des mesures qui concernent les agences de voyage, l'activité des agences de voyage. Et puis dans les longs courriers, presque à l'étal, 0,50 de moins. Et la France, elle, qui a marqué le pas, à moins 4. Mais je tempérerai tout ça par deux choses. D'abord, il faut attendre les résultats du mois d'août, parce que tout le monde attendait un rebond de la toute dernière minute après les événements des Jeux Olympiques, qui n'est pas d'ailleurs, on en discutera, c'est pas produit avec l'intensité qu'on attendait. Les résultats sont très contrastés. Pour autant, la France a marqué le pas cette année, globalement. Ce qu'il faut regarder, c'est l'import et l'export. On sait qu'il y avait 1 million de Français qui voyageaient en moins cette année, ça avait été déjà annoncé au début de l'été. Les ventes de dernière minute ont augmenté. Il y a combien de Français d'étrangers qui sont venus en moins? Import-export. C'est difficile à dire, mais sur des régions comme l'Île-de-France et la Normandie, parce qu'elles sont liées par le tourisme, et du PACA de notre côté, il y a une chute qui est assez importante. On n'a pas les chiffres exacts, mais on la situe autour de 20% à peu près. Alors, Richard, toi, en tant que président de réseau, tu as des retours de différentes agences. Est-ce que les retours que tu as corroborent un peu ça, ou est-ce qu'il y a des décalages? À peu près, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Disons que la France a été vraiment touchée cette année. C'est vrai par les attentats à terrorisme, mais également par les grèves et la violence des grèves qui s'est vue dans toutes les télévisions internationales, qui a posé vraiment de graves problèmes. L'euro a posé aussi des problèmes. Moi, j'espère qu'une chose, je vais peut-être déplaire à certaines personnes, mais les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, surtout pas. Parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des grands événements sportifs, ce sont des packages tout compris, et les gens dépensent de l'argent dans les bars ou dans des petites choses comme ça, mais tout le reste, ça ne fonctionne pas. Et les vrais touristes qui dépensent de l'argent, voilà, ça ne fonctionne pas. Et les vrais touristes qui viennent dépenser de l'argent, qui viennent visiter, ceux-là ne viennent pas pendant ces eaux. On l'a vu à Rio, ils ont une perte de touristes.
Le Rio, par exemple, pour donner un exemple, en recette sur Rio, c'est 1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'euros. En dépenses, c'est 11 milliards d'euros. Donc je souhaite beaucoup de courage aux Parisiens s'ils accueillent les Jeux Olympiques. J'en suis parisien et donc les impôts augmenteront considérablement. Alors ensuite, par rapport à l'export, on a vu, je pense, que la Grèce, l'Espagne, le Portugal et quelques autres pays ont très bien fonctionné, avec les USA comme d'habitude. L'Angleterre, je pense que c'est plus un phénomène de communication par rapport à la Ligue, ça ne change pas grand-chose. C'est certain que je trouve une stagnation cette année en départ international. Oui, je trouve qu'il y a eu moins de personnes. Stagnation. Là, on entendait parler d'un retrait. Oui, Un léger retrait. Léger retrait. On est un million de Français qui ne partaient pas en vacances. On n'est pas sur la même résultat. Parce que certains Français peuvent partir 2 fois, peut-être 3 fois pendant une même saison. Oui, bien mais sûr. dans le cas présent, je trouve qu'il y a une stagnation en nombre de départs. Est-ce que toi, alors là, on continue à aller vers le micro, toi qui es patron d'un groupe, d'un réseau d'agences, ton entreprise, et en plus, tu es patron aussi d'un restaurant, 2 points de vue différents, et comment tu ressens ça? Alors moi, j'ai sorti exprès quelques chiffres pour émailler un peu notre débat. J'ai constaté, après l'attentat de Bruxelles le 22 mars, là, une baisse des réservations. Une baisse des réservations nettes qui a été lente à s'estomper. Après le 14 juillet, l'attentat de Nice, là, il n'y a pas eu d'effet immédiat. Par contre, on a constaté que ça avait complètement bloqué le mécanisme des VDM du mois d'août. Donc, par exemple, en VDM en août, je suis à moins 20% de VDM pendant le mois d'août. VDM, c'est-à-dire historiquement, début août, les gens venaient s'inscrire pour leurs vacances du mois d'août, des semaines pas forcément anticipées, etc. Et là, cette tranche de clientèle a baissé de 20%. Et ça, c'est la première fois que ça t'arrive. Ah ben oui, oui. Parce que les attentats, les crises de ce genre, c'est pas la première fois. L'année dernière, on avait fait un très bon début août. Il y avait eu plein de VDM. Et là, cette année, on ne les a pas retrouvés. Donc moins 20%. Sinon, ça rejoint ce que disait Richard. Richard et Richard. C'était avec Nous, un S. J'avais mis on n'avait pas les droits pour Dupont et Dupont, donc on a pris Richard et Richard. J'avais mis un S. Donc, la Grèce en tête de nos ventes au niveau de Bois-Loris, puis l'Italie, l'Espagne, la France, l'USA, Portugal, Maroc, qu'on trouve quand même Le Maroc. à la 7e position, Canada. Volumétriquement, il reste dans le top 10 et plutôt au milieu. Canaries, Russie, et on constate que effectivement la Turquie a disparu, la Tunisie a disparu, et l'Égypte, c'était pas la saison. Et on va passer au 4e point de vue avant de rentrer un peu plus dans le détail. C'est le vol sec, le transport aérien. Est-ce que toi, les résultats, toutes les remontées du marché que tu as, corroborent tout ça, ou est-ce que ça ouvre des pistes de réflexion différentes? Alors, moi je suis un acteur internet, boursedevol.com, donc je suis à la fois un acteur et solidaire de cette profession, et en même temps, par le type de produit qu'on vend, on contribue à déstructurer ce marché qui va vers un morcellement à la fois des départs et des types de produits achetés. Quand tu dis morcellement, c'est dans le temps. Dans le temps, et y compris dans l'acte d'achat. C'est-à-dire que ce qui est en grande souffrance, c'est le tour operating à la française, avec des semaines en charter samedi. Ça, c'est fondamentalement un domaine qui est en souffrance. Aujourd'hui, on a de plus en plus, grâce à l'aérien, au package dynamique, etc., des gens qui font du 4 jours, des 5 jours, des 8 jours, des 9 jours, c'est-à-dire des durées atypiques qui ne correspondent plus à des rotations de charter. La technologie permet quand même de proposer ça. Il y a de plus en plus de TO qui font du forfait 3 jours, 5 jours, 7 jours. Oui, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, la valeur ajoutée du TO historique, elle est moindre. C'est-à-dire que sa valeur ajoutée historique, ça consistait à prendre un engagement, un allotement sur des vols et sur un hôtel et d'être capable de le commercialiser selon des formules relativement fixes. Donc ce marché est plutôt en souffrance, les gens achètent des vols, donc moi je peux voir ce qu'ils achètent comme vol en me comparant. En prise de commande, ça a été très bon jusqu'au 14-15 juillet, et après, sans pouvoir réellement l'expliquer, on a quand même senti
un affaissement de la prise de commande après le 14 juillet. Carrément. Sur la prise de commande, mais c'est multifactoriel. Il est toujours difficile d'expliquer ces phénomènes. Ce qui est sûr, c'est que par contre, ce qui est très clair, c'est les destinations vendues ou invendues. Tout ce qu'on voit se confirme. Ceux qui ont de l'argent essayent d'acheter les États-Unis, le Canada et Bali, la Thaïlande. Je dirais en toute saison, il n'y a plus de saison, les gens ils sont prêts à aller sur ces destinations à peu près à tout instant. Voilà, New York, Miami, Phuket et Bali, ça se vend tout le temps quand on a le pouvoir d'achat. Donc, si je vous écoute bien, on pourrait dire qu'il y a une évolution des résultats qui est certainement sensible aux aléas politico-sociaux, économiques, là, mais que la transformation du marché continue à se faire. Oui, la transformation du marché vient d'un C'est deux effondrement. mouvements qui sont parallèles. C'est sûr que c'est une des caractéristiques de l'été 2016, pardon, je pense, qui a augmenté de façon significative, comme l'année dernière d'ailleurs, autant sinon plus, c'est la désintermédiation, la réintermédiation du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut mesurer en agence de voyage, c'est-à-dire chez un professionnel par rapport à l'année qui précède, on n'est pas tout à fait dans la collecte de la donnée globale du marché. Il faut aller interroger les distributeurs en ligne et parmi les distributeurs en ligne, une nouvelle catégorie qui ont réintermédié le marché et qui n'est plus les OTA que nous connaissions, qui dominaient le marché avec des croissances importantes au cours de ces dernières années, eux-mêmes sont en difficulté aujourd'hui parce que le comportement du consommateur a évolué d'une manière excessivement importante. Et c'est d'ailleurs le fait en France. On verra que la France a sous-performé dans l'industrie ou dans le canal historique ou dans les grandes distributions classiques, mais qu'elle a performé, à l'exception de 2 ou 3 régions qu'on a citées, en vente directe, et les consommateurs se sont adressés directement qui aux hôteliers, qui aux hébergeurs Est-ce que ça voudrait dire que ces deux mouvements, parce qu'il y en a un, c'est le marché, l'économie, qui serait conjoncturel, avec un impact conjoncturel. En revanche, l'évolution du marché serait plus structurelle. Mais il faut bien qu'on revoie que tout le soleil bon marché pour le marché français, ça serait différent du point de vue du marché allemand, du point de vue anglais, c'était l'Afrique du Nord et la Turquie. Historiquement, les stocks hôteliers bon marché avec des formules packagées ultra adjectives en demi-pension ou pension complète, c'était la Tunisie et c'était la Turquie. Aujourd'hui, ces grandes destinations se sont effondrées. Il y a un report, nous on le voit dans le vol sec, vers les destinations du nord de la Méditerranée, que sont le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, avec 2 caractéristiques. Premièrement, les prix ne sont pas du tout les mêmes, en tout cas au global, on n'est pas sur le même niveau de prix. Et deuxièmement, il y a quand même forcément chez eux aussi une forme de saturation des infrastructures hôtelières qui ne sont pas expansives. On ne remplace pas du jour au lendemain la capacité hôtelière d'un pays comme la Tunisie. Là, c'est une juste remarque. Les stocks ont manqué au marché français, peut-être au pic de l'été. On dit que les VDM se sont tassés. Dans certaines destinations, ils ont joué à guichet fermé. Non, c'est pas une question de stock. Très difficile de trouver du stock. On arrivait toujours à trouver des places parce que, autant il y a 10 ans, il était difficile de trouver des places parce qu'il y avait peu d'avions et pas beaucoup d'hôtels. Aujourd'hui, en stock d'hôtels et même en aérien, on arrive toujours à se débrouiller. Donc le stock, ce n'est pas le problème. C'est vraiment une volonté de partir, surtout de négativisme dans l'esprit du public. Les gens ont peur, les gens en ont marre, ils sont fatigués. Et c'est vrai que cet été, on l'a vraiment ressenti dans les départs de vacances. Le stock n'a rien à y voir. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des responsables aériens de grandes centrales sur des produits très normés ou très typés comme les clubs et tout ça. Ils étaient en rupture de stock avec beaucoup d'anticipation parce que ce sont des produits qui restent adaptés aux familles, budgétairement compatibles avec ceux qui ont quand même un certain moyen de pouvoir le faire. Mais à partir de fin juillet, ils n'avaient plus rien à proposer. Et cette année, l'ajustement a été fort. Moi, j'ai pas eu de refus. Est-ce que tu as éprouvé ça, toi, de ton côté, des manques de stock? Non, il n'y a pas eu de manque de stock. Non, il y avait manque de clients. Voilà, manque de clients. Par contre, moi je pense que c'est un phénomène général. En France, depuis quelques années, les classes moyennes s'appauvrissent. Il y a une pression dingue sur les classes moyennes, fiscale, il y a les conditions de vie. Je vois, moi je suis toujours sidéré, là, dans le 15e, il y a plein de logements sociaux, c'est occupé par des gens qui ne travaillent pas.
Et toutes mes collaboratrices font 1h30, et tous les gens qui travaillent dans la rue font 1h30 de RER pour loger, aller plus retour, pour trouver un logement à 400-500 euros pour loger leur famille dans un prix raisonnable. Donc en fait, tu as les classes moyennes qui travaillent, qui font 1h30 de RER matin et soir, et puis les gens qui ne travaillent pas, qui bénéficient de tous les logements sociaux de centre-ville auprès du bureau. Donc ça, c'est une aberration. Donc ces classes moyennes s'épuisent, s'appauvrissent, et du coup n'ont plus de budget pour voyager, n'ont plus envie. Et moi, ma clientèle, elle était majoritairement des classes moyennes. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas en juillet-août, pendant leur petite quinzaine de vacances. Ils vont chez mamie parce qu'ils n'ont plus le budget. Ils ont dépensé tout le budget en transport, en loyer. On peut faire deux types de clientèle, et ça je reviens sur ce que je dis plusieurs fois, c'est que maintenant il n'y a plus 4 saisons comme avant, il n'y a plus 4 mois ou 5 mois dans l'année. Avant il y avait Noël, février, Pâques, l'été, etc. Aujourd'hui c'est 12 mois. Les gens partent 8-10 jours, etc. Mais il y a 2 saisons. Il y a l'été qui va du mois de juin jusqu'au mois de septembre, où on voyage en famille et on voyage avec un budget très strict. Et là, c'est là où ça se ressent. Et l'hiver, ou qui part du mois d'octobre, on va dire, jusqu'au mois de mai-juin, et là où on voyage en couple, et là où on dépense. Et c'est vrai que pour les agences de voyage aujourd'hui, le vrai marché, le vrai business, c'est l'hiver. L'été, il est en perte. Si on tient un peu, c'est finalement pas mitigé, mais bon, la saison n'est pas bonne, si j'ai bien compris. Pas un grand millésime. Voilà, c'est pas un grand millésime. Et je conclus aussi qu'il y a une sorte de double mouvement, l'un conjoncturel et le structurel, que le structurel n'est pas encore facile à analyser pour prendre des mesures concrètes, mais qu'en revanche, l'économie visiblement est à la source la plus importante de l'évolution. Alors on va aborder une autre question, si vous le permettez, dans une seconde, parce que ça nous amène à la réaction du gouvernement qu'on va aborder dans un instant, si vous le voulez bien. Merci, à tout de suite. Nous revoilà donc pour aborder notre deuxième point, le deuxième point gouvernement de la 14e table, oui, la quotidienne Avis. Alors, le gouvernement, on l'a tous entendu parler du plan Orsec que le gouvernement veut développer. On a, pour certains, pensé que c'était une erreur, mais il a même été question à un moment donné je crois que c'est M. Hérault qui l'a annoncé, d'avancer 500 000 € d'aide pour la profession. Il y a des doutes là-dessus parce que ça paraît... Est-ce que vous pensez que le gouvernement, avec ses décisions sur les bus, avec la gestion de la sécurité en ce moment, avec ses annonces de plan Orsec un peu bizarres, est-ce que vous pensez que le gouvernement est en train de nous jouer le coup du paradoxe, le coup du je sous-estime? Est-ce que vous pensez il est à peu près synchrone? Déjà, on est content de savoir qu'il y a un ministre du tourisme qui s'appelle Hérault. Je ne savais même pas, je n'avais même pas entendu. Alors, puis-je te répondre, Bertrand? Je crois que en tant qu'entrepreneur, petit entrepreneur, on est plusieurs à cette table. En fait, on n'a qu'une revendication, on ne veut pas d'aide, on veut qu'on arrête de nous enquiquiner. On ne veut pas d'aide. Ces aides, elles sont forcément compliquées, complexes, elles passent par des dédales administratifs, avec des délais administratifs qui ne sont pas dans le temps réel dans lequel nous vivons. Nous avons simplement besoin de fluidité. Oui, on ne veut pas d'aide, on veut de la fluidité, on veut que la dynamique, que les entraves s'arrêtent, et puis l'économie, c'est 50% d'investissement et 50% de confiance. Quand il n'y a pas la confiance déjà, la moitié de la performance est partie. Et la confiance, c'est un climat qu'il faut savoir créer. Moi, je suis tout à fait dubitatif sur la capacité dans ce quinquennat de recréer un climat de confiance, parce que quand la confiance n'est plus, elle n'y est plus. Excuse-moi la tautologie, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas 500 000 € de plus ou de moins distribués à qui en remplissant combien de formulaires pour quelques euros, quelques miettes. Ça n'intéresse pas les entrepreneurs de France. Les entrepreneurs de France, ils veulent une dynamique positive avec des pouvoirs empruntés dans des conditions favorables, avoir des employés qui puissent se loger dans des conditions favorables, avec un niveau de taxation qui soit faible pour jusqu'à un certain niveau de salaire, et on veut de la fluidité, on ne veut pas faire la manche. Alors avant de poursuivre dans ce sens-là,
Didier, je voudrais te poser une question. Tes clients, quand tes équipes essaient de les rassurer pour les faire partir en France ou à l'étranger, peu importe, est-ce que les mesures du gouvernement paraissent des leviers utiles? Est-ce que les gens semblent sensibles à ce que dit le gouvernement ou est-ce qu'au contraire, tout le monde patauge? Aussi bien tes employés que les clients? Non, alors les mesures du gouvernement n'existent pas, personne n'en a connaissance. Même pour tes clients. Ah bah oui, déjà il y a un point de départ qui m'a toujours complètement sidéré, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement intervient sur le sujet de notre métier d'agent de voyage, c'est-à-dire envoyer des Français à l'étranger, il nous parle pendant toute la séance de réceptifs. Comment amener des Anglais pour visiter le château de Versailles. Mais ça, c'est en aucun cas le problème de l'agent de voyage classique que je représente. Donc déjà, je me demande si le gouvernement a compris quel métier je faisais. Hein. Ouais, mais enfin, ça fait quand même 40 ans, 50 ans que le tourisme à l'export existe. Oui, mais ils ne le connaissent pas, ça. Et ils ont toujours pas fait la synthèse. Juste pour finir, alors l'autre chose, c'est que 500 000 €, je ne sais pas si le chiffre a été vérifié, mais 500 000 € à l'échelle d'un pays pour appuyer une politique, c'est le prix d'un petit sandwich jambon-beurre dans une brasserie, quoi. La moindre action politique à l'échelon national, c'est 20, 30, 50, 100 millions. La moindre action de communication. Donc 500 000 €, je ne sais pas, il a payé. 100 millions, est-ce que ça aurait rétabli la confiance? Non, alors en plus, comme l'a dit Fabrice, on n'a pas besoin de lui. Ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler sans les contraintes administratives, avoir le soutien des banques. Hein. Moi, j'ai une banque partenaire du SNAV, qui m'a dit à cause des attentats, on préfère réduire les encours. Donc, si c'est ça l'aide de nos partenaires, je veux qu'on m'explique. Quoi, hein. Voilà. Alors, il y a plusieurs chapitres. D'abord, l'export, ce qui représente quand même quelques milliers d'entreprises en France et quelques centaines de milliers d'emplois. Quantité négligeable, on peut le considérer comme ça, en fréquence politique. C'est pratiquement une déperdition sur l'économie nationale. C'est de l'argent qui fuit à l'étranger, c'est simplement de l'activité rémunérée en France. Bon, là-dessus, pour que ça fonctionne, il faut que l'économie fonctionne, il faut que les gens puissent avoir un peu d'épargne et que cette épargne soit affectée au loisir. Après, il y a la séduction du métier qui les envoie à l'étranger. Ça, c'est un. Sans économie, sans visibilité, indépendamment du climat anxiogène que nous connaissons, toute la planète n'est pas sous le même état d'alerte. Il faut qu'il y ait qu'on soit détendu et qu'on ait de l'argent, un peu d'argent pour pouvoir faire profiter et revenir vers le commerce de proximité, de détail ou les nouveaux moyens, mais acheter. Quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas. Et on est frustré, on reste et on cherche des solutions pour continuer. C'est pour ça que cette année, je pense, les Français ont utilisé tous les moyens qui sont à leur disposition, notamment les familles, ainsi de suite, les connaissances, pour pouvoir partir un peu. La voiture. Deuxièmement, la France. La France, d'abord, tu aurais dû dire, dans ton introduction, demander des nouvelles des assises du tourisme. On a travaillé sérieusement pendant des jours et des jours en commission avec des synergies intéressantes de tous les milieux. Je ne sais pas encore si on a des résultats, et ça fait déjà presque un an. Deuxièmement, il suffit de faire un tour dans les pays voisins pour se rendre compte que ça marche mieux qu'en France. Qu'aller en Allemagne, qui n'est pas un pays quand même réputé comme un pays touristique, dynamique. L'Allemagne aujourd'hui a une croissance dans le tourisme extrêmement importante, bien sûr, et avec une qualité de produit et une qualité de vie touristique exemplaire. On va en Italie, on retrouve la même chose. On va en Espagne, on surperforme la même chose. Moi, en France, j'ai l'impression qu'on descend. On habite dans la région parisienne. Ça fait des mois et des mois qu'on sensibilise les autorités aux accès autoroutiers des grands aéroports, notamment Charles de Gaulle. L'état dans lequel il se trouve, la santé, l'image de la France. On n'est pas compétitif sur les tarifs. Il suffit d'aller dans des pays riverains de la France, c'est moins cher et le service est aussi bon. Donc ça, on vit sur un passé. On est au-delà du paradoxe, on est au-delà de l'incompétence. Je n'ai pas dit que tout le monde était mauvais. Il y a quelques commerçants qui font des efforts et qui sont récompensés, mais la France perd en compétitivité.
La France n'est pas compétitive au niveau des prix, la France n'est pas très très bien organisée partout, et ces grandes gateways d'accueil, notamment la région parisienne, tout est à revoir. On n'est pas bien. Alors, comment les... Parce que toi, tu es président de la réseau, donc tu dois avoir des retours de la réaction des professionnels de ton réseau par rapport à toute action du gouvernement. Alors, il y a deux choses. C'est quoi Il y a deux choses. La première, c'est que j'ai un réseau national, mais j'ai aussi 80 agences de voyage, 80 représentations dans différents pays qui importent des clients ou qui m'en font exporter. Il y a deux choses. Le volume d'affaires sur l'Europe, le volume d'affaires des agences de voyage qui exportent n'est pas si mineur que ça pour le gouvernement. Parce qu'il faut ne pas oublier que tout ce qui est vente de forfait sur l'Union européenne est taxé à la TVA, 20%. Le chiffre d'affaires des agences de voyage, à la fin de l'année, il y a quand même de l'IS qui tombe. Donc, ce chiffre d'affaires fait par les agences de voyage n'est pas ridicule, sachant que le volume d'affaires, le montant par client est quand même assez important, entre 600 et 700 euros pour un Internet et entre 1200 et 1400 euros par client pour l'agence de voyage traditionnelle. Ce n'est pas donc dérisoire. La deuxième chose, sur l'international, on peut encore dire qu'on est des ambassadeurs et qu'on amène des clients grâce à nos voyages à nos clients. Sur le problème français, qu'on parle d'accueil, qu'on parle de service, qu'on parle de propreté dans les aéroports, on peut le voir dans beaucoup d'autres pays. C'est pas franchement ça qui va changer la chose, c'est un problème, mais il n'est pas énorme. C'est dans le service, c'est dans la qualité. Quand tu vois les châteaux de la Loire, tu as des châteaux privés qui ont un service extraordinaire, qui trouvent des idées extraordinaires. Il y a un château qui s'est malheureusement fait inonder par rapport aux inondations, qui a créé une galerie pour Tintin et tous les événements qui avaient fait ça, vraiment bien. Ce château était plein. Tu vas à Chambord, château magnifique, extraordinaire qui appartient à l'État. Tu vois le château, à l'intérieur, il n'y a rien. Par contre, tu as les petits restaurants aux alentours qui coûtent très cher. Et tu vois les gens passer qui disent je préfère aller ailleurs avec ma famille. Tu as les hôtels. Les hôtels, quand tu parles des hôtels 5 étoiles. Moi, je suis désolé, les hôtels 5 étoiles en France, quand tu leur demandes un room service, tu lui dis est-ce que vous pourriez me donner quelque chose à manger à 16h de l'après-midi? Ah bah non, le bar est fermé. Il dit vous avez un room service 24/24 ou pas? Dans les grands hôtels Palace et surtout à l'étranger, tu n'as jamais ce problème-là. Donc, quand un touriste vient en France, il a vraiment l'impression de servir à rien. Tu vas aux États-Unis, ça te plaît, ils sont froids, ils sont chapailles, chaque État, chaque région est différente. Par contre, dans le service hôtelier, dans les services aux touristes, il y a. Quand tu vas à Paris, parce que Paris est passé à la 4e place aujourd'hui, Paris, il y a les quais de la Seine qui vont fermer. Les autocars n'ont pas accès aux couloirs de bus. Si les touristes prennent leur car, prennent les couloirs de bus, c'est 15 à 20 minutes de moins d'un circuit à un autre. Quand tu vois les touristes qui arrivent avec leurs autocars qui sont interdits de stationner dans Paris, ils font quoi? Tu vois des tonnes de touristes aujourd'hui avec leurs valises qui vont faire 1 km ou 2 km pour rejoindre l'autocar. Comment veux-tu avoir envie de venir dans une ville qui ne veut pas t'accueillir? Ouais, si déjà tu penses à venir à Paris en voiture de province, tu changes ta voiture. Bien sûr, c'est pas sérieux. Tu achètes une voiture neuve. Donc 500 000 euros de ce monsieur héros qu'on ne connaît pas, qui ne fait pas grand-chose, qui n'a jamais fait grand-chose d'ailleurs. La France est quand même la première industrie en chiffre d'affaires, et la balance commerciale, le tourisme est toujours la première balance commerciale. Donc Bertrand, pour revenir sur cette proposition initiale qui est 500 000 euros à distribuer sur 5 000 agences de voyage françaises. Ah non, mais c'était 12 000. C'était pas pour les agents de voyage, c'était pour aider les professions. Par Monsieur Hérault, qui, chacun pourra le voir sur Internet, ne distingue pas bien les Ouïghours, minorité ethnique chinoise, des yaourts qu'on achète chez Danone. Je pense qu'il faut oublier toute forme d'aide et il faut essayer par nous-mêmes d'agir en espérant qu'un climat de confiance pourra se refaire pour investir de nouveau. Pas bien. Alors, il y a quand même un point qui m'intrigue. Ce mépris du gouvernement sur l'outgoing, sous prétexte que c'est de la sortie de crise. Cette méprise, je dirais pas mépris, parce que mépris, c'est pas forcément... C'est certainement une méprise. Ils n'arrivent pas à comprendre bien comment ça fonctionne. Quand je vais dans un hôtel, je m'aperçois souvent de la clientèle principale du marché quand je regarde les produits manufacturés qui sont dans mon hôtel. La télé, l'oreiller, le matelas, c'est souvent des produits qui viennent de la clientèle majoritaire de l'hôtel. Si ce sont des Allemands, c'est des produits allemands. Si ce sont des Anglais, ce sont des produits anglais. Si ce sont des Chinois, vous allez en Tunisie, au Maroc, en Turquie, partout, vous allez voir
regardez les produits, vous allez voir, en regardant l'origine du produit, vous saurez quelle est la clientèle principale de l'hôtel. Tu parles des buffets, là, de Pas l'alimentation? seulement, non, même des oreillers, des robinets, de la télévision, du matelas. Enfin, toute la production manufacturière du monde est passée en Chine peu au coup et maintenant ça aura malheureusement sur tous les niveaux de Oui, mais qualité. les marques, elles, restent, par exemple, les Nationales. Allemands savent que Grundling, ou je sais pas quoi, ou Mercedes, c'est une marque allemande. Même si c'est fabriqué. C'est pas ça le plus important. C'est Il y a quand la même- qualité du Je service, pense la que c'est la réactivité. qualité du produit, Voilà, la qualité absolument. du service. Les Ah gens aiment bien faire des expériences et elles sont valorisantes. Ils font toujours des distinctions quand c'est moins bien que chez eux. Voilà. C'est tout. Oui, mais quand vous avez 40 millions de votre population qui s'en va dans tous les pays. C'est pas 40 millions. Non, mais les Allemands, ils sont au moins 40 millions à Et partir. je pense qu'on revient plus exigeant. Parce qu'on a eu des Ils expériences. imposent bien quoi? vécues. Ils imposent l'exportation dans les pays où ils vont, l'exportation de produits allemands. Non, c'est pas Ou c'est de pas produits ça. qui plaisent aux C'est pas Allemands. le plus important. En France, tu as à peine 20% d'industrie. Tout ce qui est industrie, création de produits, ça n'existe pas. C'est du service, la France maintenant. L'Allemagne est un pays de Nous n'avons production. plus de manufacture. Voilà, on n'a plus de manufacture. Donc, on va s'embêter avec ça. Donc on n'a plus rien à exporter. Non, on a des entreprises qui font des choses très très bien, qui sont petites. Sur le haut de gamme. On comprend mieux. Alors on va changer de sujet et justement parce que là on voit que le tourisme est arrivé à un moment peut-être un peu charnière de son histoire et on abordera ça dans la troisième question, dans le troisième débat. À tout de suite s'il vous plaît. Nous revoilà pour le troisième et dernier sujet de la 14e table, la quotidienne Avis. Vous avez vu qu'on a tiré un bilan de la saison et un bilan de l'action gouvernementale qui n'est pas très drôle. On va essayer quand même de regarder ce que l'information nous a apporté pour voir si on peut en tirer des raisons d'optimisme. Il y a des choses qui sont terrifiantes, bien sûr, il y a des choses qui sont ahurissantes et des choses qui sont relativement comiques. Vous en avez peut-être entendu parler, pour le comique par exemple, alors qu'on parle de sécurité partout, il y a des boutiques Kalachnikov qui ouvrent dans les aéroports. Je crois que ça se passe à Moscou. Pour le truc terrifiant, vous avez pour vos jeunes enfants ou adolescents, vous avez le balconing, un nouveau sport qui se passe au Baléares. Il suffit de monter sur un balcon, de se saouler ou de se droguer et de sauter du 5e étage dans la piscine, quel que soit le type de bassin qu'on a en bas, petit bassin, grand bassin. Au moment qu'il a payé son boulot. Voilà, ils en sont au Baléares, ils en sont à 48 blessés graves. Vous avez des choses aussi qui sont un petit peu incompréhensibles. Vous êtes en France, comme tout le monde, vous avez entendu parler du burkini, et voire même du burkunu, qui est une réponse à peu près au même niveau, je trouve. Et vous avez aussi entendu parler de l'Inde, du ministre de l'Inde qui parle des jupes trop courtes qui sont déconseillées si on veut se balader en Inde. Bref, est-ce qu'avec tout ça, le tourisme n'est pas en train de muter? On a vu que tout à l'heure, il y avait des choses qui l'emmenaient loin du tourisme à la papa des années des 30 glorieuses. Est-ce que c'est possible de faire du tourisme comme ça quand l'Inde dit ceci, quand les armes sont en vente dans les aéroports, quand les gens jettent du balcon? Où on en est là? C'est l'information qui circule de façon différente, beaucoup plus rapide. Quand on était jeune et qu'on allait avec insouciance faire la fête en Espagne, la presse ne nous disait pas que dans les prisons de Franco, on garrottait les gens, les communistes. Non, ça nous aurait affolés et on aurait eu des attitudes compatissantes. Si, c'est exactement. Qui en Espagne se jettent du balcon. Mais ça existe depuis des années. Un rapport. Non. Au Mexique, mais si. C'est une culture qui s'exporte des États-Unis, ce qu'on appelle les fameux windbreakers, les scolaires américains qui envahissent le Mexique, les spring breakers qui envahissent le Mexique une semaine par an autour de Pâques, quand ils sont bien chargés. Leur jeu, c'est de se jeter du 4, 5e, 6e étage dans la piscine de l'hôtel. Voilà. Alors, ça n'existait pas en France. Là, c'est au Baléares. Non, mais ça n'existait pas en Europe, peut-être. Ouais. Et ça vient. C'est un mal qui nous gagne. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'autrefois, on n'en parlait pas, ça faisait 2 filets dans la presse locale. Et qu'aujourd'hui, il y a un pigiste qui prend ça, qui l'envoie sur Internet, dans les réseaux sociaux. Il y a des milliers de vues, ainsi de suite. Bon, on a changé.
Rien n'a changé. Ce sont non, pour arriver à la conséquence où le tourisme est en train de muter, raccourci saisissant, excusez-moi. On a parlé quand même des résultats économiques et le tourisme est du gouvernement. une activité Il est humaine. impuissant, le Tout ce gouvernement. qui tourne autour d'une activité humaine doit avoir des échos. Tout dépend de l'importance qu'on va bien y donner. Je ne sais pas ce qu'on veut penser, mais je pense que Alors bon, relativisant. ok, relativisons le balconing. C'est vieux comme le monde. Oui, enfin, probablement qu'il y a toujours eu des gens qui, pour s'intégrer dans un groupe, sous une forme de bizutage plus ou moins volontaire ou poussé, ont fait des choses risquées, sauf qu'aujourd'hui, il y a une communication immédiate aux quatre coins de la planète de ces informations, qui leur donne d'ailleurs un écho plutôt nuisible. Non mais d'accord, Mais des vous comparez le balconing au Baléares avec les sauts d'Acapulco des grands pays. Bon, ok. Oui. Oui, non mais c'était ça au départ. Hein. Non. C'était des scolaires américains, Oui, mais alors qui dans étaient les années 30, c'était soit ça. drogués, soit pleins comme des autres, et qui se jettent du balcon par jeu dans la piscine. Mais est-ce que vous Il y en a pouvez qui tenir le tombent à même côté. discours pour la boutique Kalachnikov qui ouvre à l'aéroport et peut-être bientôt dans le duty free? J'imagine que quand on va dans certains États américains, on peut acheter librement des armes. Peut-être pas à l'aéroport, mais peut-être à quelques centaines de mètres de l'aéroport. La question, c'est plutôt quelle est la législation dans le pays dans lequel on va atterrir et la capacité de transporter ces armes. Mais malheureusement, on peut le déplorer. Il y a de nombreuses régions du monde où les armes sont en vente libre. Bon alors, encore une autre information. Le gouvernement canadien est obligé de balancer une directive pour tous les postes de contrôle policier, selon quoi les Américains sont autorisés à entrer, mais ils doivent laisser leurs armes à la porte. Comme dans les bars et Ouais, ça, c'est la résultante d'un constat, parce que si les gens sont en permanence à la frontière emmerdés par des gens qui arrivent avec leur arme, parce que le port d'armes n'est pas illégal, Oui, mais et la France, aux États-Unis, vous voyez la et dans Thaïlande certains États, dire il est interdit de rentrer on en n'est pas Thaïlande en Thaïlande, c'est pas le problème. avec ses armes. Le problème, c'est les États-Unis et le Canada. Aux États-Unis, dans certains États, même limitrophes et frontaliers avec le Canada, les gens ont le droit de porter l'arme. Dans certaines administrations ou certains commerces, il y a une petite pancarte, vous ne rentrez pas avec votre arme. On dissuade des gens. Alors, on est-ce que les rappelle c'est Américains interdit. viennent en France avec leurs armes? Non, parce qu'ils savent qu'en France, ils ne peuvent pas la porter. Mais si, en franchissant la frontière, dans la proximité, ils l'oublient et qu'en permanence, les types qui sont en faction sont obligés de les dissuader, de récupérer l'arme, tout ça, il vaut mieux dissuader avant, comme ça les gens ne viennent pas avec l'arme. Ouais, C'est tout. c'est quand Mais, même un peu mais c'est un surréaliste, comportement. Mais non, c'est pas surréaliste. Aux États-Unis, les gens ont une arme sur eux. C'est permis. C'est permis. Alors qu'on soit d'accord ou pas, c'est un autre débat. Mais c'est permis. Simplement, On ils ont parle juste tendance, du tourisme. en passant la frontière, à appliquer leurs us et habitudes. Voilà. C'est Et une activité ils ont humaine, l'habitude le d'avoir tourisme. une arme. En passant au Canada, ils s'imaginent qu'ils peuvent garder leur arme, ils ne peuvent pas, la législation est différente. Mais quand ils franchissent certains États, frontières intérieures américaines, ils ont le même problème. On ne rentre pas avec une arme dans l'État de New York. Exact. Non, c'est comportemental. Donc pour vous, tout ça, c'est le burkini, ça pose pas de problème, ça a posé des... Et le burkini d'ailleurs, Pour la répondre à- réponse, la réponse française au burkini. Pour répondre à ta première question, moi je pense, comme ça a été dit, hein, de tout temps, il y a eu des comportements excessifs dans les campagnes, des jeunes qui se lançaient des défis, mais personne ne savait rien. Aujourd'hui, avec YouTube, tout est mis en scène, hein, donc n'importe quel type un peu éméché qui se jette de son balcon, c'est filmé, c'est mis en scène, le lendemain ça fait la une. Donc en fait, c'est des comportements excessifs de gens un peu éméchés qui ont toujours existé et qui n'a rien à voir, selon moi, avec l'évolution Alors, de pourquoi notre métier et du tourisme. Pourquoi les responsables du tourisme des Baléares, par exemple, ont appelé les pays, l'Allemagne, les Anglais, l'Angleterre, l'Italie, pour leur dire, écoutez, faut que vous régliez le problème, parce que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir 48 blessés comme ça en un mois. Quoi. Ça existait, excusez-moi, ça existait autrefois, on était organisateur de voyages. Il y avait des voyages de rugbyman. Rugbyman. C'est pas ce que tu vas dire. Hein, Alors, les rugbyman venaient passer une semaine à la fin de la saison et
Moi, je me souviens très bien, gentil, hein, sauf quand il y avait bagarre, bien entendu. Il n'y a jamais bagarre. Mais par exemple, dans un restaurant d'hôtel bonne catégorie, il y avait un bel aquarium avec des poissons tropicaux. Sympa. Et pendant le repas, ils étaient bien éméchés, ils ont commencé à faire la pêche aux poissons, ils les attrapaient, ils les bouffaient vivants. Alors évidemment, ça avait mis un scandale terrible. Le séjour a fini avec la Guardia Civile de l'époque derrière chaque... T'es sûr? Oui, oui. Tu n'avais pas un peu plus, c'était pas des footballeurs? Non. Ça avait vu même. Et il y avait la Guardia Civile de faction dans la salle à manger pendant les repas pour amener au calme. Mais ça, c'est tout, c'est pas grave, c'était un moment, mais ça fait un souvenir aujourd'hui. Moi j'étais dans une agence de voyage qui avait le PUC et un autre club. Les problèmes qu'on Tu avait avec la confirmes. SNCF et autres, bien sûr. Voilà. Et en plus, c'était des personnes qui avaient des professions comme des préfectures et autre chose. Donc non. Non, moi il y a un truc quand tu parles de l'Espagne, Baléares, où c'est Ibiza. Ce sont des îles, des endroits qui recherchent des gens éméchés, qui viennent faire la fête et qui recherchent ce genre de clientèle. Partant de là, on n'a que ce que récolte, c'est une chose automatique. On a envie de leur dire ça, c'est oui. le même principe. Pour la Russie, c'est le même principe. Partout d'ailleurs, c'est le même principe. La grande majorité des touristes, les Français d'ailleurs sont réputés pour ça, pour respecter le pays dans lequel ils sont et les normes. Moi, je vois très peu de Français ou Françaises en tout cas qui se baladent en mini-jupe en Inde, dans certains endroits. Elles respectent quand elles rentrent quand on rentre dans les musulmans, les mosquées. Les Français respectent, s'habillent, etc. Donc après, c'est chacun son respect, mais c'est pas une imitation du tourisme, ça n'a rien à voir. À tout excès mauvais, on se rappelle quand même qu'il y a quelques années, un des premiers attentats terribles liés au tourisme s'est passé à Bali. À Bali, sur une des plages où le patrolling, les excès de toutes sortes, chaque nuit imprégnés de bière se produisaient, avec une population qui est religieuse, extrêmement religieuse, et qui à un certain moment a atteint son degré de c'était insupportable. Donc quand il y a ces chocs de culture, il y a des réactions disproportionnées souvent, c'est malheureux, mais encore une fois pour rappeler que s'il y a pas aujourd'hui une telle puissance de médiatisation, je pense que les effets auraient été multipliés par 100 par rapport à ce qu'on a connu. Regarde Bertrand, il y a James Dean traversait les États-Unis aux limites de la voiture. Maintenant, au lieu de que maintenant la police interdit de traverser les États-Unis aux limites de la voiture, on jette du balcon. Puis demain, ça sera interdit. Il y a toujours eu une envie chez certains. Oui, mais est-ce que ça veut pas dire que défier, les clients ont envie d'autre chose? Attends, là c'est un média qui nous parle. Si nous on parle des médias, on va quand même retourner le problème. Quand on voit toutes les informations qui tombent sur des chaînes, sur les cités comme BFM, ITV et d'autres, c'est noircir le tableau au maximum, prendre une situation et la rendre la plus négative. Quand tu dis à un Français tout au long de la journée, ça va pas, tout va mal, il n'y a que des problèmes, il y a du chômage et autre chose, comment veux-tu que les gens soient positifs? Si l'information prenait un petit peu de recul en disant voilà ce qui se passe, il y a tel événement, mais ailleurs ça peut mieux se passer, ou voilà quand même des choses positives, dans un moment, quand même, tu as beaucoup de Français qui regardent le journal de 13h sur TF1 et sur France 2, qui est un journal, quand tu le regardes, tu te dis mais c'est quoi, on est où là, on n'est pas en France. C'est un journal totalement optimiste qui raconte la vie de tous les jours de chacun. Tu prends l'événement de ta Kalachnikov, tu prends l'événement par rapport au Canada, c'est un micro-problème qu'on augmente au maximum et on reste là-dessus. On n'a plus d'informations. Et tu vois, C'est devenu un gros problème. Mais non, c'est pas un problème politique. C'est ahurissant. Ce problème existe depuis 40 ans aux États-Unis, il a toujours existé. Toi Bertrand, ça me frappe. Parfois, le matin, je regarde quelques minutes BFM, justement, pour ne pas les citer. Et alors que tu as des millions de touristes qui ont passé des matinées magnifiques dans des petites plages super, avec des populations locales adorables qu'ils ont accueillies, etc. Ça, ces millions de personnes, personne n'en dit rien. Par contre, t'as un dingue qui a tenté un attentat foiré, alors lui, il a un quart d'heure de la matinée. T'as un restaurateur qui a vendu une dorade un peu avariée, alors lui, il a un autre quart d'heure. Et donc, le restaurateur malhonnête et le dingue qui a tenté un mauvais coup, eux, ils ont la meilleure info. Et les 6 millions de gens qui ont passé une matinée magnifique aux Maldives,
en Bretagne ou sur la Côte d'Azur, il n'y a pas un mot pour eux. Ah, bien sûr, Donc forcément, ça crée un climat anxiogène. Donc ça ne peut pas produire de l'information. Voilà. Personne ne parle du balconing belge qui a lieu en Rez Jardin. Tu vois ce que je veux dire? Alors toi, Et tu pourtant, fais il bien pourrait. d'intervenir. Ouais. Tu fais bien d'intervenir en raillant comme ça. Parce que toi, tu écris des romans. Donc la psychologie des gens, et ça doit t'intéresser. Il faut des règlements pour faire un roman. Tu dois trouver que dans toutes ces informations, il y a quand même source à deviner des comportements qui évoluent. Alors, comme en plus tu es dans le tourisme, ça peut peut-être t'aider sur le plan clientèle pour positionner. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tout est matière, en tout cas quand on aime écrire ou quand on aime observer. Voilà. Un beau roman, c'est l'histoire d'un homme normal qui est confronté à une situation anormale, va sortir de lui-même. C'est la base de tout roman. Voilà. Donc un homme normal qui un jour fait du balconing au Baléares parce qu'on l'y a poussé, oui, ça peut être le début d'un roman, mais revenons à notre métier du tourisme. C'est un épiphénomène et il ne faut pas que ça décourage les Français d'aller passer de bonnes vacances au Bahreïn. 48 blessés en mais c'est en leur un mois problème. ou- Oui, mais je pense que les gens qui roulent en C'est leur Grèce, problème. non, pour avoir été beaucoup dans ce beau pays, les gens qui roulent en Grèce un peu tard, un peu éméchés, en mobilette, il y a autant de blessés. Voilà, à chaque fois que tu as des populations jeunes et nombreuses et que tu leur mets entre les mains de quoi s'amuser et faire les fous. Un fait civilisationnel. Moi j'étais là récemment très surpris. Ben voilà, un tourisme, Amsterdam, Rijksmuseum, la ronde de nuit, un des tableaux les plus admirés au monde. Une banquette à 5 mètres du tableau pour s'asseoir et l'admirer. 10 jeunes assis face au tableau et les yeux rivés sur leur iPhone. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est un dossier qui est intéressant. J'ai cru que t'allais dire le 10 morts. tourisme, non mais le tourisme, c'est aussi la facilité d'aller vers la culture, mais en même temps c'est civilisationnel. Donc les gens, leur comportement, ils les amènent avec eux et on constate. Regarde le Pokémon. Le Pokémon, aujourd'hui, les gens, ils sont avec leur Pokémon. D'abord, ils ont des voiture. Hein. Deuxièmement, ils rentrent dans des endroits qui sont des endroits où on vénère les morts, comme dans les cimetières de 14-18. Et ils vont dans des endroits strictement interdits et ne respectent pas. Et ils prennent des risques inconsidérés. Ils vont même dans les endroits, l'armée est obligée de dire halte là les gars. Là. Comme dit Fabrice, si le phénomène du balconing se passait en France, en fait, le gouvernement s'investirait, il y aurait une loi Il y qui aurait interdirait le des balcons, balconing voilà. à partir du 2e étage. Et le problème serait réglé. Non, tu fais un décret Alors- qui interdit le balcon purement et simplement. Si je résume la question, le tourisme est en train de muter, non. C'est une question de journalisme. C'est une question de journalisme. En fait, c'est la jeunesse qui continue à muter. Une question la presse de qui mise continue en à faire lumière. de plus en plus loin ce qu'on lui a interdit de faire. Et je comparerais simplement à ce qui se passe dans le Lot. Par exemple, quand j'étais petit, n'importe qui allait se baigner dans le Lot. Maintenant, on a une contravention quand on va se baigner dans le Lot. Et il vaut mieux. Et Sinon bon. on a des boutons et des pustules. Non, non, pas Voilà. du tout. Je vais me baigner les dans le souvenirs Lot. de Malgré vacances. la contravention, je suis un braconnier de la baignade dans le Lot. Et j'ai toujours Ils ont pas fait de la pustules, veuve. de boutons, etc. Oui, mais toi, t'es journaliste. T'es journaliste, on fait attention Voilà. aux journalistes. Le cuir. Et le journaliste est toujours immunisé contre tout. Voilà. On va se quitter sur cette note relativement positive qui vous rassure quand même, j'espère, en remerciant Didier parce que le restaurant était quand même, c'est le sien, vous l'avez compris. Il s'appelle comment? La Casa Flora. Casa Flora. Et ça se trouve où exactement? Alors, 131. est-ce que tu vas bien noter dans ta petite tête? Je vais te le dire. 100, tu dis sur les lèvres, il est un peu sourd. 31 Oui. Je te remercie, je le sonote. rue. C'est pour Oui, ça t'as qu'il le est sonoton d'abord, alors ça va, il a le sonoton. 131. 131, rue Saint-Charles. Dans le 15e. Merci, monsieur Didier, pour ton accueil et la qualité de ta côté table. voiceur derrière et tout, c'est bien. Merci beaucoup. Et ah oui, non. Ah non. On a dit, il écrivait des romans policiers. Absolument. De beaux Tu as un romans. roman policier qui est sorti il y a maintenant à peu près un an. Une bonne année. T'es sur le coup d'en sortir un deuxième. J'y œuvre. J-œuvre. Ça ne J'y s'appelle pas J-œuvre. Mais il va vous donner le titre du précédent. Alors, le précédent s'appelle La valise et le cercueil Voilà. et ça a été édité aux 2 encres. Je te remercie d'en parler. Voilà, on est bien dans le voyage. La valise ou le cercueil, le prochain, la c'était piscine ou le peut-être balcon. ce qu'on aurait pu conclure. Mais heureusement, Le ils ont prochain mis s'appellera- le sourire sur le marché du tourisme. La piscine était vide, on cherche la Au revoir et à bientôt.
Merci.